Bonjour. Oui, en fait, vous êtes silencieux, c'est les gens derrière qui ne le sont pas. Demandez-vous qu'est-ce qui se passe. Enchanté, bienvenue pour cet échange avec vous toutes et tous, qui allez nous donner un peu votre vision autour de ce thème qui nous a été proposé. Biodiversité, commerce international et déforestation importée. 2 points, les distributeurs ont arbitré. Bon, j'ai toujours pas très bien compris le thème, mais vous allez peut-être vous pouvoir m'expliquer, sinon on va le resserrer un peu si vous en êtes d'accord. Manifestement, vous avez arbitré. Non, ça n'a pas changé. Les industries et les distributeurs. Bon. En présence de Alban Godard pour Good Planet, Stéphane Allaire, Reforestation, Christophe Klotz pour Nestlé France et Rémi-Pierre Laprand pour Maison du Monde. Et il y a plusieurs maisons en principe. C'est ça ? Ok. En fait, ce que je vous propose, c'est d'angler sur la façon dont, finalement, sur vos opérations, la manière dont vous tenez compte de cette importation, qui évidemment pour le consommateur final est assez invisible à l'œil nu, mais quand on s'y intéresse, ce qu'on achète ici peut avoir des impacts là-bas, c'est ce dont on va parler très clairement. Alors je ne vais pas vous redonner les gros chiffres sur les problèmes de déforestation, ça paraît je crois un peu désuète tellement c'est immense. On a toujours des images un peu punchy. Je crois qu'on parle d'un terrain de foot qui disparaît toutes les X secondes. Enfin, il y a plein de sujets et plein de punchlines comme ça. Ce qui est certain, c'est que on vit à crédit en permanence et que manifestement, l'activité humaine est tout à fait décorrélée, disons, de la capacité de ce que nous offre la nature d'encaisser et de supporter. On va au-delà des limites. À ce stade. Mais vous allez nous dire, vous, comment vous tenez compte évidemment de cela, quelles sont vos pratiques, quels sont aussi les risques dans le discours. Alors, ce que je vous propose peut-être, si vous en êtes d'accord, c'est que je vais vous donner la parole tout de suite à Alban Godard, donc vous êtes directrice générale de la fondation Good Planet. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, peut-être 2 mots sur la fondation. Et ensuite, et après, je vous pose une question. Peut-être parlez-nous de la fondation. Bonjour à tous. Donc, la fondation Good Planet, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui existe depuis 2005 et dont la mission, c'est d'aider à changer le monde, si je le dis de manière simple, sans pression. En gros, comment est-ce qu'on fait ça ? Nous, on accompagne des projets sur le terrain, on essaye d'agir au maximum, pas tout seul, avec plein d'acteurs. Et on essaye de susciter l'envie d'agir. Donc à la fois, quand je dis agir, ça va être qu'on va accompagner une vingtaine de projets sur le terrain, sur les enjeux de forêt, d'agriculture, de préservation de la biodiversité, d'accès à l'énergie, de gestion des déchets. C'est nos 5 grands thèmes. Et puis on travaille aussi beaucoup avec les entreprises parce qu'on estime qu'on préfère ne pas rester entre convaincus. On essaye d'aller chercher ceux qui ont des difficultés à faire une transition environnementale pour voir comment est-ce qu'on peut les aider à faire mieux. Ça, c'est la partie agir. Et pour susciter l'envie d'agir, l'objectif, c'est plutôt à la fois donner à comprendre à tous les publics, le grand public, les scolaires, les publics professionnels, quels sont les enjeux et comment est-ce quels sont les types de solutions pour faire une transition environnementale et sociale. Mais on s'est bien rendu compte que donner les éléments de compréhension, les clés de compréhension sur les enjeux, c'était pas suffisant parce que sinon les rapports du GIEC auraient fait changer les choses depuis belle lurette. Donc on s'est aussi beaucoup posé la question de comment est-ce que... Nous on pense que le deuxième gros levier pour se mettre en mouvement, c'est d'imaginer des nouveaux paradigmes qui soient un minimum désirables pour qu'on ait envie d'aller vers ces nouveaux modèles. Donc on a un deuxième grand levier sur cet aspect susciter l'envie d'agir qui est autour de l'imagination. Et donc là on travaille avec des activistes, avec des artistes, avec tout type de personnes qui peuvent arriver avec des idées nouvelles, des modèles différents et qui puissent nous montrer comment est-ce qu'on peut faire différemment, comment est-ce qu'on peut façonner le monde de manière différente. Voilà. Lorsqu'on vous parle de déforestation importée chez Good Planet, qu'est-ce que ça vous inspire ? Quel est le sujet ? Alors, je vais quand même dire quelques chiffres. Moi, ça m'inspire quelques chiffres. Je suis ingénieure, hein, on ne se refait pas. Je pense que c'est important quand même d'avoir quelques ordres de grandeur et de comprendre les masses.
Quand on parle de déforestation, ça représente quand même, depuis les années 90, près de 420 millions d'hectares de forêt qui ont été perdus dans le monde. Donc c'est un chiffre tellement énorme qu'on n'a aucune idée de ce que ça représente, mais c'est à peu près 6,5 fois le territoire français qui a disparu en 30 ans. Donc vous imaginez quand même, de la surface de la Terre, c'est quand même beaucoup. En fait, quand on parle de déforestation, c'est à la fois le poumon vert et un outil extraordinaire dans la lutte contre le changement climatique qui disparaît, qu'on rogne au fur et à mesure. Oh, c'est fantastique. Toute l'équipe du Social Bar présent sur C'est important. C'est important, le Social Bar. Afin de partager un moment convivial sur le salon. Nous vous attendons. Alors, vous notez que la SNCF a du souci à se faire en termes d'annonce. Exactement. Ils sont quand même, on dirait presque le même petit jingle. Aucun problème. Donc je disais, la déforestation, c'est à la fois un outil qu'on perd au fur et à mesure. Chaque arbre qu'on coupe, c'est un outil essentiel qu'on perd dans la lutte contre le changement climatique. Mais en fait, le point fondamental, il n'est pas forcément là. Il est notamment dans la lutte contre la réduction de la biodiversité. En fait, les forêts, c'est le premier réservoir de biodiversité. Et finalement, la déforestation a encore plus d'impact. Il a déjà un impact énorme sur le climat, mais il a encore plus d'impact sur la préservation de la biodiversité. Tu parlais tout à l'heure de limites planétaires. Nous, de plus en plus, à la Fondation Good Planet, on a un métier historique dans la réflexion climatique, dans l'accompagnement autour du changement climatique. Mais de plus en plus, on préfère parler de limites planétaires, comme tu l'as dit. Parce qu'on doit avoir de plus en plus une réflexion beaucoup plus holistique que se dire il y a d'un côté le climat, de l'autre côté les ressources, de l'autre côté la biodiversité. Et en fait, quand on prend le sujet des forêts, c'est assez caractéristique. Les forêts, c'est un espace où tout se joue, où la réflexion autour de l'eau se joue complètement. Pardon. On va pas y arriver. Hein. Je vous donne juste quelques autres chiffres. Quelles sont les causes de la déforestation aujourd'hui ? La cause principale, c'est, je ne sais pas si vous le savez, c'est l'alimentation et l'agriculture. C'est vraiment la cause majeure de la déforestation aujourd'hui. Donc c'est en gros le soja qu'on pousse, une grande majorité, c'est le soja qu'on fait pousser pour alimenter notre bétail. Et une des causes aussi fondamentales de la déforestation, c'est ce qu'on appelle la déforestation importée. Et je pense que c'est l'objet de cette table ronde. C'est-à-dire la déforestation qui n'est pas faite sur notre territoire. Donc nous, par exemple, en France, on importe énormément de produits, du cacao, des arbres, du bois, du chocolat, du soja. Et ces produits, ils sont produits en très grande majorité, ils provoquent en très grande majorité de la déforestation. Il faut savoir qu'en fait, l'Union européenne est le deuxième plus gros responsable de déforestation importée. Il y a 16% de la déforestation dans le monde qui est due à l'Union européenne. C'est le deuxième plus gros déforesteur, je ne sais pas si on peut dire ça, dans le monde. Le premier, c'est la Chine, avec 24%. Mais on est bien au-dessus des États-Unis. Les États-Unis, c'est 5% de déforestation importée, alors que l'Union européenne, 16%. Et c'est provoqué, je l'ai déjà dit, par le soja, principalement par la viande bovine, par le cacao, par le bois, qu'est-ce que j'oublie ? L'huile de palme, évidemment, le café. Donc tu disais, je suis d'accord avec toi, on ne voit pas forcément les produits, c'est vrai sur l'huile de palme en fait, on voit pas, l'huile de palme elle provoque beaucoup de déforestation, mais on la voit pas, on n'achète pas d'huile, c'est rare qu'on achète de l'huile de palme sous forme d'huile. On va l'acheter dans nos cosmétiques, on va l'acheter dans le Nutella, on va l'acheter dans énormément de produits alimentaires. Mais tous les autres produits, le cacao, le café, la viande, le bois, ils sont tels quels. Hein. On sait très bien, c'est juste qu'on ne pense jamais à se dire oui, quand même, le cacao, c'est rare qu'on le produise en France. Le café aussi. Et on ne pense jamais à se dire comment il est produit et où il est produit. Voilà, donc ça, 16% de la déforestation qui sont dues à ce qu'on consomme en Europe. Et les pays qui sont principalement impactés, ça va être la République démocratique du Congo, l'Indonésie et le Brésil, qui sont aujourd'hui les poumons verts de la planète, parce que c'est eux qui ont les plus grandes surfaces de forêt équatoriale. Voilà, je suis désolée, j'ai donné beaucoup de chiffres, mais je pense que c'est important de rappeler un peu. C'est bien, c'est important, effectivement. Est-ce qu'avec ces éléments, on a cerné l'enjeu de la déforestation, ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Alban ? Non, je pense que vous allez compléter. Je ne vais pas monopoliser la parole. Mais je voulais qu'on aille au bout de cette démonstration.
je voudrais qu'on parle maintenant avec vous. Donc, Christopher, j'ai dit Christopher, c'est bien ça, hein, Non, Christophe. Christophe Koltz, donc vous êtes directeur RSE du groupe agroalimentaire Nestlé. Comment est-ce que vous prenez en compte, à l'échelle d'un groupe comme celui-ci, cet enjeu de la déforestation qualifiée d'importée, mais enfin de l'impact déforestation finalement dans vos activités? Bonjour. On parle vraiment de déforestation importée parce que c'est pas en France que ça se passe. On a un tout autre problème en France qui est plutôt, dans le cadre d'une forêt qui a tendance à s'étendre, plutôt d'aider en fin de compte les forestiers à switcher vers plus de résilience, comment on s'adapte au changement climatique. Donc, on en a beaucoup parlé avec les incendies d'ailleurs de cet été. Ouais. On est plus sur du quali que sur du quanti. En revanche, on va continuer sur les constats, on partage complètement, on le partage, et on va encore dézoomer un coup, parce qu'on parlait des limites planétaires, et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une vision globale de tous les enjeux environnementaux, mais dans notre cas, on redézoome encore plus, parce que ces enjeux environnementaux n'ont de sens que si on y ajoute en plus les enjeux sociaux. Parce que dans les pays dont on vient de parler, les enjeux sociaux sont parfois, pour les producteurs, pour les populations, encore plus importants que simplement la protection, on va dire directement, de leur environnement. Il faut manger, il faut se nourrir, il faut se soigner. Donc avoir une vision strictement environnementale, ce serait une erreur. Et donc il faut encore dézoomer, je vois Alban qui est d'accord, et c'est vrai, il faut complètement dézoomer. Dans notre cas, et les chiffres sont effarants. Les chiffres sont vraiment effarants. Moi, pareil, en préparant cette table ronde, on tombe sur les chiffres de 2020 qui disent c'est 12 millions d'hectares, millions d'hectares qui ont disparu. Mais donc 4 millions, c'est-à-dire le tiers, c'est des forêts primaires. Alors même qu'il y a beaucoup, soyons clairs, vous avez beaucoup d'entreprises, beaucoup de gouvernements et beaucoup d'organisations qui œuvrent pour essayer de réduire, voire stopper tout ça. Et ça ne suffit pas. Donc en fait, la réflexion... alors, en revenant puisque vous m'invitez, enfin, c'est de prendre beaucoup de hauteur et de reconnaître qu'on part de loin. On part de très très loin. À savoir qu'il y a 12 ans, 13 ans maintenant, il y a une grosse prise de conscience qui était d'ailleurs liée à des ONG qui sont venues largement nous chatouiller et qui a fait qu'à un moment, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que simplement d'avoir des personnes sur le terrain, des fournisseurs qui disaient tout va bien, tout se passe bien, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai du tout. Et donc, il a fallu bien retourner sur le terrain, créé les conditions de la confiance. C'est-à-dire qu'à un moment, vous partez de loin, toutes les ONG n'ont pas envie de bosser avec vous. Les gouvernements, pas forcément non plus. Donc, il faut créer les conditions d'une confiance mutuelle. Ça met des années à se créer, jusqu'au moment où on dit « Ok, on est d'accord sur une vision commune, on va arrêter, on va stopper ça, mais comment on le fait ?» Et on co-construit. Et c'est toute l'aventure avec, il y a déjà 12 ans, avec des purs projets, Rainforest évidemment, Proforest et beaucoup, beaucoup d'autres, et des gouvernements vraiment qui se sont engagés à fond parce que, on parlait du cacao en Côte d'Ivoire, la vitesse avec laquelle cette forêt a disparu, c'est absolument dingue, quoi. C'est fou, quoi. Voilà, donc il manque des gens autour de cette table ronde. Je me faisais la réflexion tout à l'heure parce que parler de reforestation, il va manquer des pays producteurs. Moi qui participe à des conférences, j'ai eu la chance de participer à des conférences internationales avec des scientifiques. Là, on a des chercheurs, on a des producteurs, on a des gouvernements qui sont là. Et puis peut-être que si on allait un cran plus loin, sont où les consos ? On disait, c'est vrai, c'est pas marqué sur l'emballage, la tablette, d'où ça vient, etc. Donc, vous voyez, c'est extrêmement complexe. Pour autant, allez, on va dire, en prenant encore une fois beaucoup de hauteur, un groupe comme nous, vu notre taille, on n'a pas le choix. Et il y a eu cette espèce de claque il y a 12-13 ans, qui fait qu'à un moment, on a mis en place des dispositifs qui nous amènent aujourd'hui à pouvoir participer, comme je le fais là, en toute transparence, parce que si vous allez sur le site nestlé.com, donc le site corporate, vous avez tout, absolument tous les chiffres, commodité, c'est-à-dire production par production, pays par pays, vous avez les cartes, vous avez l'ensemble de... Vous avez tout en toute transparence, y compris ce qui peut sembler pas assez puissant, pas assez vite, pas assez tout ce qu'on veut. Mais parce que la confiance en agroalimentaire, surtout dans les produits grande consommation,
la pérennité, elle est liée à la confiance des consommateurs. C'est aussi bête que ça. Donc, faire des coups, ça n'a aucun intérêt. On s'inscrit dans la durée. Et on en reparlera. En l'espace de 12 ans, il s'est passé énormément de choses qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'être là. Et les chiffres annoncés en termes de déforestation, si on les ramène à notre propre sourcing, on est à des années-lumière de ces chiffres. Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin dans ma question. Restez encore un petit peu avec moi, Christophe. Je vous demandais quelle était votre vision, votre appréhension du sujet. Si je comprends bien, depuis 12-13 ans, il y a une accélération, disons, de la prise en compte de cet enjeu. La preuve par l'exemple, comment vous pouvez la faire là? C'est quoi qu'est-ce qui a changé de fondamental? Quelles ont été les... Il y a eu plusieurs étapes qui amènent d'ailleurs un groupe comme Nestlé, en prenant beaucoup de hauteur, sans parler du sourcing, sans parler des filières, à prendre conscience et à prendre vraiment des engagements très forts. Un des enjeux majeurs environnementaux majeurs, c'est évidemment la lutte contre le changement climatique. Comment on peut le faire en sorte j'allais dire mitigation, je déteste ce terme, je cherche le mot français, j'arrive pas à le trouver. Mais bref, comment est-ce qu'on peut diminuer ou annuler ce risque-là? Comme beaucoup d'entreprises, c'est le net zéro à 2050. Et donc, quelque part, même dans une entreprise comme la nôtre, d'ici à 2030, c'est un engagement de réduction de moitié par rapport à 2018. Et ça va passer aussi, on se force quelque part, et donc ça fait bouger les lignes à se dire, par exemple, que la lutte contre la déforestation importée, elle est indispensable pour y arriver. Quelque chose qui est intéressant, que vous ne savez probablement pas, mais lorsqu'une entreprise publie son empreinte carbone, elle doit intégrer la probabilité du risque de déforestation importée. Et dans notre cas, on est officiellement à plus de 90% de tout notre sourcing deforestation free, donc zéro déforestation. Ça ne suffit pas. Mais même ce qui manque, et qui est certainement lié pour beaucoup à de la traçabilité jusqu'au bout, parce que le nombre d'intermédiaires est colossal. Vous parlez d'huile de palme. Nos partenaires d'Earthworm Foundation ont montré qu'on pouvait aller jusqu'à 10 à 12 intermédiaires pour pouvoir tracer complètement une origine, par exemple, d'une huile de palme. Vous vous rendez compte, c'est absolument colossal. Et ben, cette traçabilité, elle est indispensable. Et aujourd'hui, voilà, j'ai perdu un tout petit peu le fil de la chose. On est parti à un moment en se disant, il faut que notre filière soit certifiée zéro déforestation. Donc, on s'engage là-dedans. Et puis, avec le temps, on s'aperçoit que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que quand vous avez une approche value chain, chaîne de valeur, ça ne suffit pas. Parce que si vous êtes vertueux, votre voisin ne l'est peut-être pas. Et donc, vous allez à un moment dire, ben, moi, ce que j'ai fait, c'est bien, mais le producteur peut-être sur place, ou votre intermédiaire, il va se dire, ben, si toi, tu ne veux pas bosser avec moi, je vais bosser avec lui. Donc, tout d'un coup, vous êtes obligé d'élargir le scope. Vous voyez ce que je veux dire? Voire vous inscrire à une échelle de territoire. Et en l'espace de 12 ans, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est ça toute la force et toute la complexité, c'est de s'inscrire à l'échelle d'un territoire complet, mais en y mettant forcément les moyens pour que ça marche. Alors vous nous direz peut-être tout à l'heure très concrètement par quel type d'action, quel type de changement vous avez pu faire évoluer vos pratiques pour tenir compte de ces enjeux. Merci Christophe Coltz. Rémi-Pierre Laprand, donc vous êtes directeur RSE du fabricant de meubles Maison du Monde. Une question naïve, mais enfin, quel est l'enjeu de votre business par rapport à la déforestation importée? Qu'est-ce que vous faites qui pose problème dans justement votre activité en tant qu'entreprise, pour qu'on comprenne? Ouais, nous, on est concepteur, fabricant en partie et distributeur de meubles. Donc évidemment, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est le bois quand même. C'est vraiment la moitié de nos produits, on fait pas mal de décoration qui n'est pas en bois, mais plus de la moitié de nos produits sont en bois. Et on peut se dire aujourd'hui que le bois, c'est plus trop un sujet de déforestation parce que c'est plus la première cause, comme le disait Alban, mais c'est quand même aussi souvent l'exploitation forestière dans les forêts primaires qui va être la première occasion d'aller abattre des arbres, de faire des coupes rases et de faire de la place pour ensuite du soja ou autre chose, et donc avoir une première... Donc le sujet n'est pas complètement clos sur l'exploitation forestière quand même. Nous, du coup, c'est à peu près à la même époque que les équipes de Nestlé, que Christophe
que le sujet a été vraiment pris à bras-le-corps chez Maisons du Monde. On est une entreprise assez jeune, on n'a que 25 ans, mais sur d'abord le premier plan, les chaînes d'approvisionnement, la traçabilité du bois pour garantir qu'il n'était pas lié à la déforestation. Donc pour ça, concrètement, c'est le travail avec les organismes certificateurs que sont FSC, PEFC, le travail avec eux pour faire évoluer leurs standards également, parce que c'était au départ très simple sur je replante un arbre et ma forêt, on dit qu'elle est bien gérée. Maintenant, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et on intègre aussi les enjeux sociaux dans la gestion responsable des forêts. Donc c'est ce premier sujet de maîtriser nos chaînes d'approvisionnement, avec parfois des exclusions toutes simples. On ne fait pas de bois issu du bassin amazonien, on ne fait pas de bois issu du bassin du Congo, parce qu'on sait que même certifié dans ces régions-là, vu le nombre d'intermédiaires, on n'arrive pas à avoir la traçabilité, il y a des risques de corruption, on n'arrive pas à garantir à nos clients ensuite que le label a sa vraie valeur. Donc il faut être capable de venir quand même challenger ces labels. Et puis c'est des programmes comme Christophe avec Earthworm sur la traçabilité dans certaines régions où il faut qu'on remonte vraiment pour venir garantir ça à nos clients, parce que c'est comme ça ensuite qu'on vient promettre à nos clients. Ils disent ok, c'est du bois responsable, c'est une forêt gérée durablement, il faut qu'on puisse aller lui montrer. C'est quand même, en plus là on n'est pas sur du produit transformé, donc j'ai une table en bois, de quelle forêt est-ce qu'elle vient, comment ça a été géré. C'est vraiment notre première responsabilité en tant que distributeur et dans notre façon d'accompagner nos clients sur ces sujets-là. Et il y a un deuxième volet qui est très important pour nous, c'est la contribution au-delà de nos chaînes de valeur. Ça fait écho à ce qui a été dit, de dire ok, nous on peut avoir nos pratiques de distributeurs qui en transformation, qui essayent vraiment de travailler sur nos filières, mais comment on arrive à transformer les pratiques plus globalement. Et ça, nous on le fait chez Maisons du Monde avec l'action de notre fonds de dotation, qui est notre fonds de dotation d'intérêt général, qui travaille depuis 2015 sur le soutien à des associations de terrain en dehors de nos filières, sur la préservation des arbres et des forêts, dans des démarches holistiques, et qui nous permet, dans des zones où on n'est pas forcément, typiquement, on a des projets dans le bassin amazonien où nous, on ne veut pas de bois de nos produits, on vient financer des projets d'intérêt général, soutenir des associations de terrain pour transformer la filière et agir un peu dans une logique de plaidoyer sur comment gérer ces forêts durablement, comment apporter une activité économique pour les populations locales autres que de l'exploitation forestière. Donc il y a beaucoup de projets d'agroécologie, d'agroforesterie, et ça nous permet de diffuser, de soutenir les meilleures pratiques un peu partout dans nos filières et ailleurs. Alors s'il y avait un fait à retenir là dans cette grosse décennie, disons, par rapport au changement que vous avez enclenché, à ce sujet qui s'est imposé à vous, que vous avez saisi, s'il y avait un fait à retenir, c'est quoi? Alors c'est l'exclusion de certaines zones notamment, ça c'est quelque chose y compris de compliqué à mettre en place ou... Non, ça n'a pas été très compliqué à mettre en place pour nous. On arrive à le faire assez simplement, et parce que sur le bois, je pense que quand on travaille parlez-en à Casino, quand on travaille sur la viande, faire hors du Brésil, c'est très compliqué. Nous, on a un petit peu de produits en cuir. On travaille là en ce moment sur dire, en fait, on ne peut pas avoir du cuir qui vient du Brésil. Les chaînes de valeur sont hyper complexes. La tannerie est située en Chine, alors que l'élevage vient d'une certaine région du Brésil. Et en fait, quand on enquête, c'est pas la bonne région, etc. Donc, voilà, nous, on est plutôt sur la partie bois. Ça a été plutôt facile de sortir là-dessus. Là, l'élément marquant pour nous, c'était plutôt dans les pratiques de nos équipes, de se dire, je ne suis pas juste un acheteur d'une commodité transformée et d'un produit fini. Je viens me responsabiliser sur la traçabilité de la matière, et donc j'ai un vrai partenariat avec mon fournisseur sur l'origine. Et donc c'est un peu je pense que les meilleurs exemples pour nous, c'est le programme qu'on a avec Earthworm Foundation en Inde. En Inde, on travaille sur du manguier et du shisham, ces deux essences de bois qu'on utilise beaucoup dans nos meubles pour le style et pour leur qualité. Et il n'y a pas de bois certifié FSC parce que ce n'est pas de la forêt, ce n'est pas des bois forestiers, c'est des arbres fruitiers pour le manguier. Le shisham, c'est une espèce qui pousse plutôt dans le nord-ouest de l'Inde autour d'exploitation de riz ou de coton. Et du coup, là, il a fallu construire de nous-mêmes parce que ça n'existait pas. Du shisham responsable, ça n'existait pas. Donc là, c'était pour nous, pour nos équipes, c'était comment je travaille avec une ONG de terrain, avec mon fournisseur, comment j'explique à mon fournisseur qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir regarder à chaque fois qu'il a acheté, qu'il nous envoie un produit, d'où ça vient, et de remonter jusqu'à l'exploitation. C'est ça la vraie transformation des pratiques dans nos métiers, et qui nous permettent après
à nos clients de dire, bah voilà, j'ai un QR code et je peux savoir d'où ça vient, et d'avoir la transparence complète, qui est l'enjeu pour nos consos, je pense, qui est juste essentiel. Je peux juste compléter, parce qu'il y a quand même une actualité assez incroyable qui s'est passée hier, qui fait que tout ce que raconte Maisons du Monde et Nestlé va devenir en fait une obligation. Il y a quand même le Parlement européen qui a décidé hier, de manière extrêmement puissante, de voter l'interdiction de certains produits issus de la déforestation. Et la Commission européenne avait proposé 6 produits qui étaient les classiques, hein, le bois quand même, le cacao, le café, la viande bovine et le soja et l'huile de palme. Et le Parlement européen a décidé d'aller encore plus loin et de proposer tout type de viande, de rajouter le papier dedans, de rajouter le maïs, le caoutchouc. Donc ça a quand même, et ça a été voté à une très très large majorité, donc c'est quand même positif aussi de voir ça. Mais il faut bien souligner que, donc ça c'est une très belle avancée, ça veut dire qu'au niveau de l'ensemble de l'Europe, les entreprises auront l'obligation d'assurer, de montrer que leur produit n'est pas issu de la déforestation. Mais ça veut dire que du coup, l'ensemble des entreprises vont devoir mettre en place des logiques de traçabilité et de vérification de leur filière qui vont être extrêmement complexes à mettre en œuvre et sur lesquelles il va falloir les accompagner énormément. Mais en tout cas, c'est une étape extrêmement positive de voir que le Parlement européen s'est pris à une hauteur encore plus ambitieuse que ce qui était proposé de ce sujet de la déforestation. Voilà, il faudra voir le moment de l'application aussi. En général, il y a quand même un peu de... Exactement. Et puis le suivi, comment est-ce que l'Union européenne potentiellement met des amendes aux gens qui ne respectent pas ça? Comment ils vérifient que ce n'est pas respecté? Ça amène plein de complexité, mais c'est quand même très positif. Alors, Christophe Cols, rapidement pour Nestlé. Après, j'aimerais qu'on discute, que vous nous présentiez Reforest Action, Stéphane Allaire. Et après, on va parler encore un peu de vos business et on va rêver un peu après. Ouais, merci Alban. De toute façon, à un moment, il fallait en parler. Il y a une telle actualité. Il y a à peine 48 heures, ça aurait été quand même dingue de ne pas en parler. Sauf que pour une entreprise comme nous, c'est une très très bonne nouvelle. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas au courant, en fait, c'est bien pendant la présidence française de l'Union européenne que cette idée d'interdiction à l'échelle de l'Union a été portée. Et c'est bien le gouvernement français qui l'a portée il y a quelques mois. Or, il l'a portée aussi parce qu'en France, on a mis en place une stratégie nationale contre la déforestation importée, la SNDI, et qui a conçu la SNDI, c'est un ensemble de partenaires, dont des entreprises dont nous faisons parler. On est quelques entreprises, pas très nombreux, à avoir vraiment œuvré pendant des années avec les ONG et le gouvernement pour porter toutes les idées qui sont là et qui sont le reflet de ce que nous faisons. Et pourquoi est-ce qu'on le porte? D'abord parce qu'on y croit. Et aujourd'hui, c'est une super nouvelle parce que, encore une fois, on est quand même aussi dans un monde concurrentiel. Et donc, c'est quand même pas normal qu'une entreprise comme nous, on essaye de faire au mieux des intérêts des nôtres et des intérêts des populations locales et de la planète, et d'avoir à côté des gens qui ne respectent pas la même chose. Donc là, aujourd'hui, on se dit qu'on sert d'exemple, on a servi de locomotive, on en est vraiment très fiers, et on a porté, au travers, par exemple, de l'Alliance, je les cite, je ne sais pas si sa directrice est là, l'Alliance pour la préservation des forêts, qu'on a créée aussi en France il y a plus de 10 ans, pour porter la voix des grandes entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petites entreprises en France qui sont avec nous. On a été même encore plus loin que les prises de décision aujourd'hui du Parlement, et on est par exemple très content. Déforestation importée, c'est pas que de la forêt, c'est aussi le cerrado, c'est aussi les savanes, c'est aussi les tourbières. Et penser uniquement forêt, c'est une grave erreur. On parlait du soja, c'est le cerrado. Au Brésil, c'est dramatique, c'est des puits de diversité absolument incroyables. Pour clore cette séquence-là, Rémi-Pierre Lapran, Christophe Cols, lorsqu'on vous écoute, donc vous représentez de grandes entreprises, vous nous racontez et vous nous faites état de ce que vous faites, et on sait aussi qu'il y a des marges d'amélioration, on ne va pas non plus se raconter d'histoire, sinon ces sujets-là ne seraient même plus à discuter. Néanmoins, on a l'impression que vos métiers ont changé. C'est-à-dire que vous êtes des distributeurs, vous êtes dans l'industrie, on l'a rajouté dans le titre manifestement, mais vous êtes aussi devenus des artisans. Il faut aller dans le détail, il faut jouer la transparence, il faut être au courant de tout. Il y a une granularité dans le propos qui a évolué aussi. Est-ce que ça a changé vos métiers, et notamment vous, directeur de RSE? Nous, ça a changé. Oui, ça a changé les métiers concrètement de nos équipes achats qui sont vraiment nécessaires, qui sont plus juste des achats. Nous,
dans l'organisation, ça s'est vu dans la dénomination de notre direction qui s'appelait Direction des achats il y a quelques temps, qui finalement maintenant sont des designers de produits, des réels chefs de produits qui vont se poser la question de la composition. Nous, quand on s'est créé, on était une boîte qui bossait beaucoup, un peu limite import-export. Enfin, c'était vraiment, on achetait, on revendait des choses qui venaient de partout dans le monde, et puis c'était pas notre problème. Enfin, ça a quand même complètement changé cet état d'esprit-là aujourd'hui. Notre rôle change aussi, et après on arrive jusqu'à la pédagogie à notre client sur la transparence sur le produit. Venir raconter l'histoire du produit et sa composition détaillée, son origine, ça devient notre responsabilité commune au sein de l'entreprise, et plus uniquement on se pose plus du tout les mêmes questions. L'équilibre, il n'est plus juste style, prix, qualité. On a quand même ces enjeux-là qui arrivent grâce parfois à la réglementation, et je pense que là, cette réglementation va encore pousser, va nous aider vraiment de manière formidable, et par la conviction de toutes les équipes aussi. Ouais, pareil, du côté de Nestlé, vous avez fait évoluer vos métiers, j'imagine. Et puis la notion, vous avez prononcé le mot de complexité. Et en fait, c'est en discutant avec des experts dans l'entreprise qu'on s'aperçoit que cette complexité est encore plus importante qu'on ne l'imaginait. Ça veut dire qu'à un moment, on se dit, mais on n'y arrivera jamais. Or, il faut l'accueillir, cette complexité, et en faire une force, mais ça veut dire aussi comprendre qu'on n'y arrive pas tout seul, comprendre qu'il nous faut des partenaires sur le terrain, créer la confiance avec les collectivités locales, des villages, des chefs de village, etc. Et se dire, il faut investir très lourdement. Donc, dans le changement des métiers, le sourcing qui est devenu responsible sourcing il y a 12 ans, avec des centaines d'agronomes à travers le monde qui ont été embauchés pour travailler au contact des producteurs, jamais tout seul, jamais. Parce que moi, je peux vous raconter tout, mais si je n'ai pas la caution et la vérification d'ONG et d'un tiers de confiance, ça ne sert à rien. Je peux toujours vous raconter ce que vous voulez entendre. Stéphane Haller, vous êtes directeur de Reforestation. Peut-être en quelques mots d'abord, qu'est-ce que Reforestation? Qu'est-ce que vous faites? Oui, merci. Reforestation, c'est une entreprise qui est un opérateur, en fait, qui restaure des forêts, des paysages agroforestiers, et qui est mandaté par des entreprises pour intervenir sur leur chaîne de valeur pour justement y réintroduire de la biodiversité, y stocker du carbone, enrichir les sols, etc. Et puis pour lutter contre la déforestation à travers des projets de protection, de restauration et de création de forêts dans les zones particulièrement touchées. Ça veut dire que concrètement, vous êtes vous faites un travail de compensation? Alors ça peut être de la compensation. Il y a des logiques de compensation. En fait, quand on est sollicité, il y a plusieurs cas de figure. Il y a les entreprises en lien avec le vivant. Voilà, donc on a deux beaux exemples ici, où finalement la première problématique, c'est agir sur la chaîne de valeur. Et on a vu la complexité, on ne la connaît pas forcément toujours, cette chaîne de valeur. Et donc, soit il faut aller l'explorer et y travailler, et c'est ce qu'on fait avec un bon nombre d'entreprises en France et internationales. Mais parfois, comme on n'y arrive pas, on recrée des chaînes de valeur de zéro, mais mandatées par l'entreprise, sur le coton par exemple, où on nous dit notre coton, on ne sait pas d'où il vient, on n'arrive pas, ou alors on sait d'où il vient, mais comme on pèse rien dans les clients du fournisseur, on n'a pas de levier pour les faire changer, donc on va recréer une filière de coton qui va être durable. Ça, c'est pour les entreprises en lien avec le vivant. Pour les autres entreprises de services, de transport, de ce que vous voulez, qui ne sont pas en lien avec le vivant, ils n'ont pas les mêmes leviers. Leur chaîne de valeur n'est pas en lien direct avec le sol. Donc là, il peut y avoir une logique de compensation. Alors, c'est un mot qui fait toujours un peu réagir, la compensation. Ce sont les entreprises qui souhaitent contribuer à la neutralité carbone mondiale. Voilà, c'est une nouvelle façon de dire, mais qui finalement répond à la même demande, c'est-à-dire que je dégrade l'environnement à chaque fois que je fais 1 euro de chiffre d'affaires. Comment je me sors de cette impasse? C'est en réduisant l'empreinte, c'est en étant SBTI autant que faire se peut, c'est en compensant pour atteindre une certaine neutralité, mais maintenant cette même neutralité ne suffit plus. Parce que cette neutralité consiste à dire je ne vais pas plus dégrader le climat qu'aujourd'hui, sauf que le climat est déjà considérablement dégradé. Donc la seule problématique que l'on cherche à adresser avec les entreprises, c'est d'être dans le régénératif, c'est d'être dans le positif,
C'est de se dire comment mon business peut restaurer l'environnement plutôt que le dégrader à chaque fois que je fais 1 euro de chiffre d'affaires. Et quel est votre regard sur cette offre pléthorique de compensation, et notamment, on parle beaucoup, alors on plante des arbres, alors on va faire un voyage, allez hop, on va replanter un arbre, ou une entreprise dit, bon ben moi j'ai à peu près ça en bilan carbone, je vais planter des arbres, voilà. On a l'impression qu'il y a un glissement quand même. Quel est votre regard sur cette filière, si j'ose dire? Ça fait 12 ans qu'on existe chez Reforest Action. Vous êtes arrivé au bon moment, alors manifestement. On parlait de 12 ans depuis tout à l'heure. Oui, c'est vrai. On a tous le même âge. Un peu plus. Des entreprises qui nous ont... On a travaillé avec plus de 3000 entreprises et une très grande partie nous approchait en disant « je veux planter des arbres ». Voilà. Parce que c'est joli un arbre, parce qu'on a un arbre dans le cœur, parce qu'il y a l'arbre de mon jardin, de mon enfance, de ceci, de cela. L'arbre, il y a une émotion attachée à l'arbre. Bon, je crois que ça commence à être derrière nous, cette histoire, et c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, parce que planter un arbre, c'est une façon d'aborder le sujet, c'est une porte d'entrée, l'arbre, mais dès qu'on franchit cette porte, on se rend vite compte que l'arbre fait partie d'un tout, qui est une forêt ou d'un écosystème, un paysage agroforestier, et que quand on se fait raconter l'histoire que ça va être du carbone, de la biodiversité, du sol, de l'eau, des développements social, de l'économie qui va être créée, à ce moment-là, l'arbre est vite oublié et on va parler de forêt. Et donc, les entreprises qui arrivent pour planter les arbres, souvent repartent en restaurant une forêt. Et là, on a beaucoup plus accepté la complexité dont on parlait il y a un instant, c'est qu'on a accepté de complexifier le discours. On sort de « je plante un arbre » par « je restaure une forêt » ou « je crée une forêt » ou je protège une forêt. Mais je crois que voilà, cette plantation d'arbres, on l'entend encore beaucoup, mais c'est juste une porte d'entrée, c'est tout. Alban Godard, pour Good Planet, quel regard est-ce que vous avez sur... plutôt, quels sont selon vous les risques de greenwashing, en tout cas, ou social washing, ou en tout cas de lavage, sur ce sujet notamment de la déforestation importée? Il n'y en a peut-être pas, mais enfin, s'il y en a, où est-ce que vous les identifiez à votre niveau? Moi aussi, il y en a toujours. À partir du moment où on prend un sujet environnemental, il y a toujours un risque de greenwashing ou de social washing, en effet. Je pense qu'il faut revenir aux sources, aux définitions. Moi, j'aime bien revenir aussi au sens des mots. Le greenwashing, il faut bien se rappeler que c'est d'abord un enjeu de communication. Et on n'en parle pas suffisamment. Le sujet autour du greenwashing, c'est pas de faire ou de ne pas faire. Parce que, a priori, les entreprises qui font de la compensation, par exemple, elles font quand même des projets qui sont plus ou moins bons. J'aimerais juste rebondir sur ce que vous disiez. En effet, si on tire le trait et qu'on se met à planter des arbres en monoculture sur des kilomètres et des kilomètres en expropriant des populations locales qui vivent d'économies de subsistance, on fait un projet de compensation carbone. Je ne suis pas sûre qu'on fasse un projet pérenne qui soit très bon pour l'environnement, qui soit très résilient et qui ait un impact social positif. Et il y a de grandes chances qu'il ne dure pas. Donc ça existe. Il y a encore des projets, j'ai tiré un peu le trait, hein, ça existe de moins en moins. Il y a des écueils dans le marché de la compensation carbone, dans les projets de compensation carbone, mais je suis d'accord, je te rejoins complètement. On va de plus en plus vers des projets qui sont beaucoup plus holistiques, qui sont beaucoup plus responsables, qui vont prendre de plus en plus en compte la biodiversité, l'impact social. Nous, ça fait 15 ans qu'on fait aussi des projets de compensation et de contribution à la neutralité carbone. On a toujours eu à cœur de prendre au centre des projets l'impact social, par exemple. Comment est-ce qu'on réduit les inégalités? Comment est-ce qu'on on augmente le niveau de vie d'une population qui est là où on fait le projet, avant même de commencer le projet, pour être sûr qu'il se pérennise dans le temps. C'était juste une petite aparté pour dire que les projets sont de plus en plus responsables, de plus en plus holistiques et vont de plus en plus dans le bon sens. Le sujet du greenwashing, c'est plutôt se dire comment une entreprise utilise ces projets-là d'un point de vue d'image, et d'un point de vue d'image mensongère. Le greenwashing, ça s'approche de la publicité mensongère. Et il est là le problème. Je pense qu'il est triple problème. Le premier, c'est qu'il faut que les entreprises comprennent que le vrai sujet, le sujet numéro 1, c'est réduire l'impact. Et donc, c'est la première chose qu'on doit faire quand on travaille avec des entreprises. Comment est-ce qu'on les accompagne à réduire leur impact? Et ça, malheureusement, aujourd'hui, ça va nécessiter sur la majorité des activités un très profond changement de modèle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment est-ce qu'on s'assure? Pardon, j'aurais dû commencer par ça. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on s'assure d'être en capacité de faire une mesure exhaustive.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile de voir comment est-ce qu'on peut réduire notre impact si on ne sait pas mesurer cet impact. On parlait tout à l'heure de la difficulté de mesurer la réelle déforestation qu'a un produit, parce que parfois, il y a 10 intermédiaires. De calculer l'impact des 10 intermédiaires, ça peut être très compliqué. C'est vrai sur tous les impacts sur tous les impacts environnementaux et sociaux. Donc comment est-ce qu'on s'assure qu'on sait mesurer et que du coup, derrière, on sait ce qu'il faut réduire et comment il faut le réduire? Et j'en arrive à la communication. Même si on a tout réduit, même si on a fait tout extrêmement bien, il y a des choses qu'on ne pourra pas réduire. Faut pas se leurrer. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a plein de choses où on ne pourra pas réduire notre impact. Par contre, on peut mettre en place des projets qui vont permettre, à l'échelle mondiale, d'avoir un impact au moins neutre. Par contre, de se dire, j'utilise cette image, ce projet-là, pour expliquer à quel point mon produit est fantastique d'un point de vue environnemental, et du coup être dans une malhonnêteté vis-à-vis du consommateur. Je prends l'exemple d'un SUV. Dire qu'un SUV est neutre en carbone, ça c'est une aberration. Ça c'est de la publicité mensongère. C'est-à-dire par contre de dire oui, j'ai réduit au maximum mon SUV, j'ai réduit au maximum son impact. Voilà ce que je n'arrive pas à réduire. Et comme je n'arrive pas à le réduire, voilà ce que j'ai fait. Mais ça ne veut pas dire que toi, quand tu conduis, tu es dans un truc qui est neutre en carbone. Ça serait de la vraie communication responsable. Avoir sur une pub « Mon SUV neutre en carbone », ça, c'est de la publicité mensongère. Et ça s'approche du greenwashing. Donc c'est comment est-ce qu'on apprend. Moi, je pense qu'il y a un sujet qui est fondamental. C'est comment il y a les achats. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a aussi comment est-ce qu'on apprend aux communicants, aux publicitaires, à accepter la responsabilité et à assumer la responsabilité qu'ils ont dans leur communication. L'enjeu pour moi aussi de faire shifter le modèle des publicitaires et des communicants sur la manière dont ils communiquent sur le bilan environnemental et social des produits, il est fondamental. Et c'est un enjeu vraiment un enjeu sociétal, parce qu'on arrive toujours au même sujet. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on ait des consommateurs qui sont avertis et qui ont accès à une information de qualité? Et ça doit passer par tout le monde, y compris les entreprises. Bon, dans l'aparté, sur la pub, il y a un vrai travail de fait. Je pense notamment du côté de chez Publicis, et notamment Caroline Darmon, pour la citer, qui fait un vrai travail autour de la responsabilité de la publicité, la façon d'accompagner les industriels dans leur message. L'ADEME également, qui est mobilisée. Enfin bon. Mais effectivement, merci pour cette clarification, Alban. Une question rapidement à vous, Christophe Coltz et Rémi-Pierre Laprand. Si vous pouvez me répondre assez vite. Il y a un débat qui a émergé maintenant il y a quelques années. C'est le débat autour du modèle économique dans lequel nous sommes. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Alban de mémoire en point 1, qu'elle aurait aimé mettre en point 2. C'est finalement la question suivante. Est-ce que, vous ne me répondrez pas honnêtement sans doute, mais qu'importe, je vous pose la question, vous verrez bien. Est-ce que le modèle dans lequel est votre entreprise, qui est un modèle de croissance par définition, puisque voilà, ce modèle de croissance est, j'allais dire aujourd'hui, inhérent à ce type d'entreprise, est-ce qu'il a vraiment la possibilité de matcher avec ces enjeux de durabilité? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se poser la question, honnêtement, intellectuellement, en disant, en fait, à un moment donné, il va falloir arrêter cette croissance. Volontairement, je caricature un peu, mais vous m'avez compris. Vous voulez commencer par répondre, Rémi-Pierre Laprand, pour Maison du Monde? Pardon. Ok, je prends, mais et sans problème, sans mentir. Non, mais la question, c'est une question hyper pertinente et on n'a pas la solution miracle. En fait, aujourd'hui, la responsabilité, on sait très bien qu'on va pas continuer à vendre plus de produits qui consomment des ressources sans avoir d'impact sur la planète. C'est impossible. Et on sait qu'on joue dans un terrain qui a des limites. Donc, on est conscient de ça. C'est notre rôle maintenant, nous, au sein des directions RSE, de venir un petit peu bousculer la machine un peu plus en amont. On travaille sur les achats, sur le sourcing. Donc on peut dire, bah oui, on fait du sourcing le plus responsable possible, mais il n'est jamais neutre et sans impact, ça c'est certain. Donc maintenant, c'est comment on réinvente nos modèles de distributeurs pour créer de la valeur autrement. On n'a pas de solution miracle. Il y a plein de modèles qui se testent depuis des années, qui aujourd'hui, il n'y en a pas un dans la distribution, que ce soit sur des économies de la fonctionnalité, sur la seconde main, etc., qui a permis d'atteindre les mêmes taux de croissance, de trouver un nouveau modèle économique. Personne n'a fait ce shift, on y travaille tous. Je ne suis pas certain qu'on arrive à garantir la même... Sinon, et si on ne se pose pas cette question et si on n'essaye pas vraiment de transformer nos modèles,
ça s'imposera à nous. Hein. Et personne ne remet en doute ce discours-là. Évidemment, c'est parce que tous nos DG portent, mais dans leur discours, mais il faut que tout le monde se pose cette question. Christophe Coltz, merci pour le stretch sur le propos, c'est important. Merci. Je vais faire très très court. Il y a des études scientifiques extrêmement sérieuses qui parlent de croissance de population mondiale qui, suivant les chiffres, oscillent entre d'ici à 2050. Alors je ne me souviens plus la date de départ, mais je crois que c'est 2015. Entre 2015 et 2050, la population devrait croître de 30 à 70%, suivant les études, etc. Donc, quand vous êtes dans une entreprise agroalimentaire, votre croissance, elle est liée directement en fait, au nombre de personnes qu'il convient de nourrir. Donc, ce que je veux dire, simplement, je joue sur du velours, on est dans un mode d'industrie où, quelque part, vous avez un nombre croissant de personnes. Bon, vous n'avez pas le choix, quoi. Donc, dans tous les cas, ça s'impose à vous, c'est ce que vous dites. Oui. À ceci près, c'est qu'on s'engage également dans quelque chose, ça a été dit, c'est Stéphane qui a prononcé le mot, et qui est extrêmement important, dans une démarche régénératrice. Je peux vous dire que même chez nous, dans l'entreprise, je peux le dire en toute sincérité, tout le monde ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Parce que c'est tellement puissant, c'est tellement fort, qu'on a encore du mal à acculturer tout le monde autour de cette notion. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pari, c'est que la croissance de l'entreprise ne sera socialement et entendable, acceptable, par qui vous voulez, que si elle est réellement régénératrice. Elle est portée par le CEO du groupe. Mais ça veut dire que demain, le pari qui est fait, c'est de dire que mon activité, ma croissance, elle passe par des actions, notamment sur le terrain, qui auront tendance à restaurer, réparer, régénérer, réhabiliter, tout ce que vous voulez, notamment du point de vue social. Et quand vous travaillez avec des producteurs dans une région du monde, dans le cacao Côte d'Ivoire, et que vous continuez à les aider vous sourcez, soyons prosaïques, vous sourcez directement auprès d'un producteur en Côte d'Ivoire, mais par votre action, votre implication, vos exigences de qualité environnementale et sociale, vous allez aider ce territoire également à restaurer, par exemple, son écosystème ou des écosystèmes, et socialement à être plus résilient. Donc, vous n'êtes pas d'accord, manifestement. Ah vous bon dites pas la même chose. Ben non, puisque vous dites que fatalement, il y a un impact négatif dans la production, et vous dites que vous êtes en capacité de produire plus en réparant. Donc, non. Il me semble, à moins que j'ai pas mal du compris. tout. Moi, j'ai pas compris ça non plus. J'ai compris que si on est dans un business as usual, vous ne changez rien. Oui, vous continuez à être un prédateur, vous utilisez des ressources, etc. Sauf que si vous êtes, c'est le cas de quelques grandes entreprises quand même, dans une démarche régénératrice, votre croissance sera porteuse de restauration, réparation, etc. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Stéphane Allaire pour Reforestation. Oui, alors c'est pas pour Reforestation, c'est pour une entreprise avec laquelle on travaille, et je pense que c'est un témoignage intéressant. C'est que pour pouvoir produire plus, on a énormément simplifié nos paysages. On a fait de la monoculture à tout va. Et en fait, les rendements apportés par ces monocultures commencent à baisser sur beaucoup de productions. Et donc, le modèle traditionnel ne répond plus aux promesses, n'apporte pas ce qu'il a promis il y a quelque temps. Et c'est de plus en plus vrai. Et ce que l'on fait avec notamment une maison de champagne, je ne me permettrai pas de la citer en l'absence de l'intéressé, mais vous savez, la vigne, c'est quand même des paysages très monospécifiques. C'est beau une vigne, mais ça reste des plants de vigne les uns à côté des autres. Et il y a une maison de champagne qui s'est dit, tiens, moi je voudrais, dans une démarche régénératrice, je voudrais réintroduire de la biodiversité, je voudrais stocker du CO2 sur ma chaîne de valeur parce que j'y crois, parce que j'ai une marque qui me permet de le faire aussi, parce que je suis très quali. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des haies. Sauf que quand on met des haies, on introduit de la biodiversité, on y crée des corridors, on fait des choses magnifiques, mais si on a un gros bloc de vignes, on a quand même des paysages de vignes sans rien d'autre. Et donc, il s'est autorisé, il a pris le risque d'arracher des plants de vigne sur 400 mètres de long pour y mettre une haie non productive. Et 1 hectare de vigne en Champagne, c'est 1,5 million d'euros. Donc il a eu un geste très fort pour planter des haies, une haie intraparcellaire, comme on les appelle,
en faisant le pari que ça allait jouer sur la qualité de son vin. Et je crois que c'est ça l'enjeu, c'est de créer de la valeur sans forcément chercher la croissance, peut-être quand c'est possible. Hein. Après, il y a des contraintes qui s'imposent à nous, mais c'est de jouer, finalement, si j'allais chercher la qualité plutôt que la quantité. Et la haie pourrait m'y aider. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'en sait rien, et que c'est un pari. Et qu'à partir du moment où on se dit, je vais miser là-dessus et que j'aurai les résultats dans 5 à 10 ans, c'est un sacré pari. Mais je crois qu'on en est là aujourd'hui. On se rend tous compte de la problématique que l'on a en face de nous. On sait quelles sont les actions à entreprendre, mais seuls certains peuvent franchir le pas parce qu'ils ont les moyens de prendre le risque en quelque sorte. Pour terminer, peut-être Alban Godard, un mot justement sur ces sujets de modèle, sur, j'allais même dire plus généralement, le modèle économique qui est aujourd'hui tel qu'il est. Est-ce qu'il y a une position chez Good Planet vis-à-vis de cela ? Alors, sur le modèle, je pense que oui, c'est d'une grande complexité et il y a ceux qui peuvent se permettre, ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Je pense que si j'avais une baguette magique, en gros, et que je pouvais changer drastiquement la réflexion sur le modèle économique, peut-être que moi, ce que je ferais, c'est avoir une vraie réflexion en profondeur à toutes les échelles, à l'échelle nationale, à l'échelle des entreprises et à l'échelle individuelle, autour de la manière dont on comptabilise, finalement. Aujourd'hui, la seule référence, c'est le PIB, c'est en gros le compte en euros qu'on a chacun, que les entreprises ont et que nous, on a individuellement. Moi, je trouverais ça assez exceptionnel et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui évolueraient si finalement on avait 5 comptes en banque au lieu d'un seul. Un compte en euros, un compte en carbone, un compte en biodiversité, un compte en ressources et un compte en social. Et qu'à toutes les échelles, une fois qu'on est dans le rouge sur la biodive ou sur les euros ou sur le social, en fait, on est à crédit et on ne vit pas à crédit. Donc je pense que c'est aussi se dire comment est-ce que j'ai un shift vraiment fondamental dans ma façon, y compris de voir mon modèle économique et de calculer ma façon de comptabiliser. Je pense que ça serait déjà je ne sais pas si c'est réalisable, mais en tout cas, ça serait un énorme palier qui ferait que, de même dans notre façon par exemple, un directeur des achats ou un directeur financier, il serait plus responsable d'un seul compte en banque, il serait responsable de 5 comptes en banque sur lesquels il aurait la même échelle d'incentive ou il serait regardé de la même manière sur les 5. Donc moi, j'adorerais qu'on aille vers là. Merci à vous 4 et merci à vous tous. Merci.